Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs de Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant « un visiteur d'une terre lointaine » en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère. Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre. Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes, essentiellement faits de roches, n'ont pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche. Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques. Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition. Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire, également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre.
La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre développer une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple. Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci. La grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avons surnommé la comète Hyakutake. Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996, cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai. C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ, pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire du système solaire et de la manière dont les matières organiques pourraient voyager depuis l'espace interstellaire jusqu'à nous. À tout moment, des milliers d'objets de notre système solaire proviennent de l'espace lointain. Ils y restent pendant des durées variables. Mais parfois, nous avons de la chance, et ils nous en apprennent beaucoup sur l'espace qui nous entoure. Une théorie provocante suggère que la mystérieuse comète Oumuamua pourrait être une sonde de von Neumann, un vaisseau spatial extraterrestre équipé de moteurs défectueux, errant sans contrôle à travers notre système solaire. Bien que cette idée soit troublante, il convient tout d'abord de préciser ce qu'est une sonde de von Neumann. Le mathématicien John von Neumann a introduit le concept de vaisseaux spatiaux capables de se répliquer eux-mêmes, imitant ainsi certaines caractéristiques des organismes vivants ou des virus. Ces vaisseaux hypothétiques, rapidement surnommés sondes de von Neumann, étaient envisagés comme une solution efficace pour accomplir des tâches à grande échelle, telles que l'exploitation des ressources des ceintures d'astéroïdes ou des lunes. Von Neumann estimait que leur capacité de reproduction exponentielle pourrait constituer un atout considérable pour leurs concepteurs. En théorie, une sonde autoréplicante pourrait être envoyée dans un système planétaire voisin afin d'y identifier des ressources.
Ces matériaux, prélevés sur des lunes, des astéroïdes ou des géantes gazeuses, serviraient ensuite à fabriquer des copies de la sonde elle-même. Ces copies seraient à leur tour envoyées vers d'autres systèmes planétaires, tandis que la sonde d'origine continuerait à remplir son objectif principal au sein du système stellaire dont elle est issue. Ce modèle reproduit indéniablement les mécanismes de reproduction des bactéries, ce qui conduit certains experts à considérer que les machines de von Neumann pourraient être perçues comme une forme de vie artificielle. Par ailleurs, une théorie avance qu'un vaisseau spatial autorépliquant pourrait coloniser une galaxie de la taille de la Voie lactée en à peine un demi-million d'années, même en se limitant à des méthodes conventionnelles de voyage interstellaire. Autrement dit, il n'aurait pas besoin de recourir à une propulsion hypothétique dépassant la vitesse de la lumière. En 1981, le physicien, mathématicien et cosmologiste Frank Tipler a avancé l'idée que l'intelligence extraterrestre ne pouvait exister au motif que personne n'avait jamais observé de sonde de von Neumann. En supposant un rythme de réplication modéré, ces sondes devraient déjà être largement répandues dans l'univers. Leur absence d'observation soulève donc une question troublante. Cela pourrait-il signifier que l'intelligence extraterrestre n'existe pas ? Les astronomes Carl Sagan et William Newman ont apporté une réponse aux arguments de Tipler. Ils ont suggéré que ce dernier avait peut-être surestimé les taux de réplication possibles. Si ces sondes de von Neumann existaient, elles auraient déjà consommé une part significative de la masse de notre galaxie. Cela amène à penser que toute civilisation avancée éviterait délibérément de créer de telles sondes, ou s'efforcerait de les neutraliser dès leur détection. Une autre hypothèse avancée pour expliquer leur absence est que les civilisations capables de concevoir de tels dispositifs s'éteindraient vraisemblablement avant même de parvenir à les concevoir. En tout état de cause, la capacité présumée des sondes de von Neumann semble peu réaliste. Mais alors, comment interpréter Oumuamua ? Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des outils d'imagerie avancés pour étudier une immense comète en forme de cigare, qui pourrait être, ou non, une sonde extraterrestre. Une hypothèse évoque qu'il s'agirait d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation inconnue, dont les moteurs seraient défectueux, dérivant ainsi à travers notre système solaire. Si tel était le cas, cet objet pourrait s'apparenter à une sonde de von Neumann. Le docteur Jason Wright, de l'université de Penn State, suggère qu'un vaisseau extraterrestre en panne pourrait adopter un comportement similaire à celui d'Oumuamua. Contrairement aux autres corps célestes, ce mystérieux voyageur de l'espace, mesurant environ 400 mètres de long pour 36 mètres de large, ne suit pas une trajectoire classique. Il semble tourbillonner à travers notre système solaire, se déplaçant actuellement à une vitesse d'environ 320 000 km/h. Dans son blog, le Dr Wright explique qu'un tel appareil, s'il était abandonné et incapable de quitter la galaxie, pourrait se thermaliser avec les étoiles environnantes, dérivant alors comme une comète ou un astéroïde interstellaire. Perte de contrôle d'attitude et rotation aléatoire deviendraient des signes distinctifs, le différenciant des astéroïdes classiques. Par ailleurs, même si ces systèmes de propulsion étaient hors service, ces émetteurs radio pourraient encore fonctionner. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pour l'instant que d'une théorie nécessitant des recherches approfondies. Selon vous, Oumuamua est-il simplement un objet rocheux ou une véritable sonde extraterrestre ? En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs, à commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète
ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes, orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes s'est avérée difficile. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes.
Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes en semences, en corps céleste. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène. Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Imaginez que vous puissiez voyager dans l'univers en vous laissant porter par de la poussière spatiale, des météoroïdes, des comètes, ou même des planètes errantes. Ne serait-ce pas incroyablement cool? Cette idée est connue sous le nom de panspermie. Elle a captivé les esprits pendant des siècles, mais malgré son attrait, elle n'a pas beaucoup gagné en popularité auprès des scientifiques classiques. Cela s'explique principalement par le fait qu'elle n'explique pas comment la vie est apparue, et qu'on ne peut pas la tester facilement. Cependant, certains événements ont ravivé l'intérêt des gens pour cette théorie, même chez les sceptiques. L'un de ces événements a été l'apparition du mystérieux Oumuamua dans notre système solaire en 2017. Oumuamua est un objet étrange qui a traversé notre système solaire à une vitesse stupéfiante. C'est le premier objet interstellaire repéré en train de traverser notre voisinage, et le premier astéroïde hyperbolique détecté, c'est-à-dire un objet dont l'orbite n'est pas liée au Soleil. Les observations ont montré que Oumuamua était probablement un objet très allongé, en forme de cigare. Dans l'ensemble, il s'agit d'un corps extrêmement atypique. Les scientifiques n'ont pas réussi à déterminer de quoi il s'agissait exactement. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une comète, d'autres d'un astéroïde, et d'autres encore d'un morceau d'hydrogène gelé.
En avril 2020, des astronomes ont présenté un nouveau scénario concernant son origine. Selon leur hypothèse, Oumuamua pourrait être le fragment d'une planète perturbée par un phénomène de marée. Si cette hypothèse est confirmée, Oumuamua deviendrait un objet rare, d'un type beaucoup moins abondant que la plupart des astéroïdes ou des comètes extrasolaires de type boule de neige sale. Ce qui rend Oumuamua particulièrement intéressant pour les partisans de la théorie de la panspermie, c'est qu'il s'agit d'un visiteur d'un autre système stellaire. Il est donc possible qu'il ait transporté de la vie à travers la galaxie. L'idée de la panspermie suppose 3 étapes: la fuite hors d'une planète, le transit dans l'espace interplanétaire et l'atterrissage sur une autre planète. Oumuamua suggérerait donc que la panspermie est chose possible. Une étude concernant Oumuamua et l'hypothèse de la panspermie a récemment été publiée. Elle a été menée par David Kao de la Thomas Jefferson High School for Science and Technology et stagiaire à l'université Johns Hopkins. Son étude examine le nombre d'objets similaires à Oumuamua pouvant exister et les propriétés qu'ils devraient présenter pour transporter de la vie en toute sécurité à travers le cosmos. Les chercheurs ont examiné différents types de débris spatiaux, tels que des astéroïdes et des comètes, et ont estimé leur capacité à protéger une forme de vie hypothétique des rayonnements nocifs, en particulier des rayons gamma émis par les supernovas. Selon la taille de ces objets, les radiations intenses pourraient stériliser les micro-organismes présents à leur surface. D'après leurs conclusions, les débris spatiaux constitués de matériaux tels que le nickel ou le silicate pourraient offrir une protection suffisante. Mais pour qu'un passager puisse survivre, il faudrait qu'il ait une taille minimale d'environ 640 cm. Les auteurs de l'étude ont également tenté d'évaluer la probabilité que des extrémophiles, des organismes capables de survivre dans des environnements extrêmes, aient pu être transportés sur Terre de cette manière. Ils ont calculé qu'environ 40 000 objets d'au moins 10 mètres de diamètre ont pu entrer en contact avec la Terre au cours de ces 800 premiers millions d'années d'existence. Ce chiffre peut sembler élevé, mais les chances que la Terre ait été ensemencée par la panspermie sont extrêmement faibles, moins de 0,001% selon l'étude. Il est intéressant de noter que les chercheurs n'ont pas seulement considéré la Terre comme un destinataire de la panspermie, mais aussi comme une source potentielle. Si la Terre ou une autre planète habitable éjectait dans l'espace des matériaux porteurs de vie, ceux-ci pourraient, en théorie, ensemencer d'autres planètes dans la galaxie. L'étude suggère que, dans des conditions favorables, jusqu'à 100 000 planètes semblables à la Terre dans la Voie lactée pourraient abriter de la vie à la suite de ce processus d'ensemencement. Toutefois, de nombreux facteurs restent incertains. Par exemple, le nombre de planètes errantes ou flottantes dans la galaxie pourrait affecter de manière significative l'hypothèse de la panspermie. Il est à espérer que lorsque nous en saurons plus sur ces planètes et sur la densité globale de la matière interstellaire, nous comprendrons mieux ce qu'est ce phénomène. Les scientifiques ont également souligné que les conditions dans la galaxie n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Par exemple, lors d'un événement connu sous le nom de grand bombardement tardif, le taux d'impact sur la Terre et d'autres corps du système solaire était 100 à 500 fois supérieur à ce qu'il est actuellement. Si des phénomènes similaires se sont produits dans d'autres systèmes stellaires, cela pourrait signifier que la réalité de la panspermie est beaucoup plus probable. Vous êtes une personne parmi plus de 8 milliards d'individus vivant sur Terre. Pour mettre cela en perspective, notre planète est l'une des 8 planètes de notre système solaire. Dans notre galaxie, notre voisinage stellaire est l'un des presque 4000 connus. Et d'après nos connaissances actuelles, il existe des milliards de galaxies dans tout l'univers, qui pourraient lui-même être en expansion. Il est donc très improbable que nous soyons les seules créatures vivantes dans l'univers. Il doit certainement exister d'autres planètes habitables. C'est là qu'intervient le paradoxe de Fermi. Cette idée porte le nom d'Enrico Fermi. Dans les années 50, il a souligné que si d'autres formes de vie existaient et possédaient la technologie nécessaire pour voyager dans l'espace, elles auraient déjà dû nous rendre visite. Aujourd'hui, grâce à de meilleurs télescopes, les scientifiques ont découvert plus de 5000 planètes en dehors de notre système solaire. Pourtant, aucun signe de vie n'a encore été découvert. Au fil des ans, de nombreuses solutions ont été proposées pour résoudre le paradoxe de Fermi. Ces êtres d'un autre monde sont peut-être simplement trop éloignés pour que nous puissions communiquer avec eux. Nous l'avons tous vu dans les films, où des vaisseaux spatiaux filent entre les étoiles aussi facilement que des voitures sur une autoroute. En réalité, voyager dans l'espace est un processus lent et laborieux. Même nos fusées les plus rapides mettraient des milliers d'années pour atteindre une étoile proche. En considérant l'immensité du cosmos,
C'est comme essayer de trouver une aiguille vivante dans la plus grande botte de foin cosmique imaginable. Nous pourrions tout aussi bien être la toute première civilisation à émerger dans l'univers. C'est une pensée bien solitaire, et cela met également beaucoup de pression sur nos épaules. Si nous sommes seuls, nous avons le devoir de préserver la vie sur notre planète. Non seulement pour notre propre survie, mais aussi parce que si nous disparaissions, toute forme de vie disparaîtrait avec nous. L'univers existe depuis des milliards d'années, mais une vie intelligente comme la nôtre n'existe que depuis une infime partie de cette période. Peut-être sommes-nous simplement des précurseurs, en attente que d'autres consciences émergent. Pour étayer cette théorie, une étude réalisée en 2015 avec le télescope spatial Hubble a démontré que parmi tous les mondes susceptibles de soutenir la vie, seuls 8% étaient aussi anciens que la Terre. Les autres sont trop jeunes et n'ont pas encore atteint ce stade de leur évolution où la vie peut prospérer. Il est également possible que nos parents galactiques nous observent de loin. Un scientifique d'une autre planète pourrait nous étudier en ce moment même comme des formes de vie primitives. Il se peut qu'il ne veuille pas encore nous déranger, de la même manière que nous observons les fourmis dans une fourmilière lors des cours de sciences. Il pourrait aussi simplement attendre le moment idéal pour entrer en contact avec nous. Il maintiendrait ainsi délibérément le silence radio. Et il pourrait avoir raison. Pourquoi se presser quand on a toute l'éternité devant soi ? Il est également possible que notre planète et nous, les humains, ne soyons pas encore assez intéressants pour qu'ils daignent interagir avec nous. Et nous ne le serons peut-être pas tant que nous n'aurons pas suffisamment évolué pour être admis dans la classe supérieure du lycée galactique. Ou peut-être que la vie est plus fragile que nous ne le pensions. Une étude de 2016 suggère que c'est dans les premières années d'une planète que la vie a le plus de chances de se développer. C'est à ce moment-là qu'elle est suffisamment froide pour que de l'eau puisse s'y former. Mais ces conditions peuvent ne pas durer longtemps en raison de l'effet de serre. Ainsi, même si la vie a existé de temps à autre dans l'univers, elle n'a peut-être jamais évolué au point de pouvoir nous contacter. Et si l'ultime épreuve survenait bien plus tard ? Plusieurs intellectuels estiment que les civilisations tendent à s'autodétruire passé un certain stade de leur développement technologique. Ce pourrait également être notre futur, nous n'y sommes simplement pas encore parvenus. Peut-être créerons-nous une technologie si avancée et si puissante qu'elle nous submergera tous, entraînant notre perte. Si cela peut nous arriver, qui peut dire que ça ne s'est pas déjà produit chez d'autres espèces, sur d'autres planètes ? Parmi toutes ces théories, il y a une possibilité sérieuse et grave. Nous pourrions bel et bien être seuls dans l'univers, et ce pour toujours. Peut-être que les conditions nécessaires à la vie sont si rares que la Terre est la seule oasis au sein d'un vaste désert de vide cosmique. La réponse la plus inquiétante au paradoxe de Fermi est connue sous le nom de théorie de la forêt sombre, apparue pour la première fois dans les années 80. Selon cette théorie, l'univers serait comparable à une immense forêt hantée où diverses créatures sont dissimulées, jouant à un jeu de cache-cache mortel. C'est une extension de la survie du plus apte. L'histoire sur Terre montre que les groupes les moins avancés technologiquement sont le plus souvent désavantagés lorsqu'ils rencontrent chez des groupes plus avancés. Ces énormes écarts technologiques conduisent souvent à une situation où attaquer en premier semble être la meilleure option. S'il existe même une infime possibilité que nos voisins cosmiques puissent nous nuire, les détruire en premier pourrait être notre seul espoir. Ainsi, si la galaxie regorge d'espèces avancées, il serait sage de notre part de rester discret et d'éviter tout contact. D'autres civilisations parviendraient sûrement à la même conclusion. Même les plus pacifiques pourraient se sentir obligés d'attaquer pour survivre. C'est pourquoi certains scientifiques critiquent l'idée d'envoyer des messages dans l'espace et pensent que les rechercher pourrait être futile. Cette idée n'est pas nouvelle. Une nouvelle des années 40, intitulée « Premier contact », décrit la rencontre d'humains avec une autre espèce intelligente pour la première fois. Les deux groupes se lient d'amitié, mais ne peuvent pas prendre le risque de révéler l'emplacement de leur planète d'origine. Ils préfèrent se détruire mutuellement plutôt que de risquer leur sécurité. Une autre histoire, la Forge de Dieu, évoque le danger que représentent nos signaux atteignant des espèces hostiles. Elle compare les émissions de la Terre aux pleurs d'un bébé attirant les loups, suggérant que notre naïveté pourrait nous mettre en péril. La théorie de la forêt sombre a également été explorée dans une pièce radiophonique intitulée
Calls from Far Away. Elle montre comment la découverte de vie extraterrestre sur Pluton affecte l'opinion publique. Certains prétendent que la nouvelle est fausse, tandis que d'autres tentent d'accepter la réalité, à savoir que nous ne sommes pas seuls. Mais elle suggère également que nous devrions peut-être nous concentrer sur nos propres problèmes avant de viser les étoiles. Si cela ne vous semble pas effrayant, voici qui le sera. Nous envoyons des signaux de notre existence dans l'espace depuis des décennies. Actuellement, toute civilisation située à 100 années-lumière de nous pourrait recevoir ces signaux. Et si elles sont suffisamment avancées, elles sauront exactement où nous trouver. Si nous ferions mieux de rester cachés, il est déjà trop tard. Au-delà de nos potentiels cousins galactiques, nous devons continuer à rechercher des planètes habitables pour une raison plus urgente. Notre Terre confortable ne sera pas là pour toujours. Lorsque notre étoile s'éteindra, toute vie dans le système solaire disparaîtra avec elle. Les estimations actuelles indiquent que nous avons environ 1,3 milliard d'années avant que notre planète ne devienne inhabitable. Il fera trop chaud pour que l'eau puisse exister, et sans eau, il n'y a pas de vie telle que nous la connaissons. Cela soulève une question intrigante. Et si d'autres formes de vie n'avaient pas besoin d'eau pour exister? Notre modèle biologique nécessite de l'eau, car elle agit comme un solvant, un environnement où diverses substances chimiques peuvent interagir pour créer quelque chose de vivant. Certaines nouvelles recherches suggèrent qu'il pourrait y avoir un substitut à l'eau dans l'univers, le dioxyde de carbone. À certaines températures et sous une certaine pression, le dioxyde de carbone peut réagir de manière similaire à l'eau, permettant aux composés chimiques de se mélanger. Si cela est avéré, notre liste de planètes potentiellement habitées augmenterait considérablement. Certes, les humains ne pourraient probablement jamais survivre à leur surface, mais d'autres types de créatures pourraient avoir évolué pour le faire. Une planète qui pourrait présenter ces conditions de vie étranges est plus proche que nous ne le pensons. Vénus. Son atmosphère est composée de 97% de dioxyde de carbone. Elle est également très chaude et possède suffisamment de pression pour soutenir ce modèle théorique. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3 200 km de la Terre en 2029.
et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant,
Cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Le télescope spatial James Webb ou JWST est un peu le paparazzo intergalactique ultime. Il saisit des clichés de certaines des vedettes les plus célèbres de l'univers. Étoiles, galaxies, exoplanètes. Quoi que l'on désire, le télescope spatial James Webb le prend en photo. Alors, si tu es un fan des célébrités cosmiques, jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus belles photos d'étoiles. La nébuleuse de la Carène. L'image de la nébuleuse portant le nom charmant de Carina a été publiée le 12 juillet. Le télescope a capturé une magnifique vue de cette nébuleuse, située à environ 7500 années-lumière de la Terre. Surnommée les falaises cosmiques, il s'agit en fait d'un foyer de jeunes étoiles, dont certaines sont plusieurs fois plus grandes que notre Soleil. La nébuleuse de la Carène est un véritable spectacle céleste situé dans la constellation australe de la Carène. Elle est proprement énorme, avec environ 260 années-lumière de diamètre. Les étoiles massives de cette nébuleuse sont si brillantes et si chaudes qu'elles créent un nuage incandescent de gaz et de poussière autour d'elle. La nébuleuse de la Carène contient également des nuages tourbillonnants de gaz et de poussière où naissent de nouvelles étoiles. Le gaz s'effondre sous son propre poids, devient plus chaud et plus dense, et tout cela conduit finalement à la création de nouvelles étoiles. Cependant, la nébuleuse de la Carène n'est pas seulement un paisible lieu de formation d'étoiles. Elle est le théâtre de certains des événements les plus destructeurs de l'univers, capable de créer de prodigieuses ondes de choc qui anéantissent tout sur leur passage. C'est un majestueux chaos. Le quintet de Stéphane. Cette photo a également été publiée le 12 juillet. Le quintet de Stéphane est un groupe observable de 5 galaxies, situées à une immense distance de notre planète, soit environ 290 millions d'années-lumière dans la constellation de Pégase. C'est comme une réunion de familles cosmiques. Toutes ces galaxies sont liées les unes aux autres et interagissent les unes avec les autres d'une manière très intéressante. Elles s'étendent et s'attirent les unes les autres au moyen de leur gravité, échangeant constamment du gaz et de la poussière. Cette interaction entraîne la collision et la fusion de certaines galaxies, ce qui peut engendrer toutes sortes d'effets intéressants, comme des sursauts de formations stellaires et des supernovae. Grâce à James Webb, nous avons pu observer des ondes de choc, des queues de marée et d'autres détails étonnants de ces galaxies. Leurs interactions créent un spectacle époustouflant que l'on peut voir clairement sur cette photo. Jupiter. Et voici notre bonne vieille copine géante. Cette image a été publiée par la NASA le 22 août. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est connue pour ses nombreuses lunes et ses magnifiques nuages tourbillonnants. Mais elle possède également un système d'anneaux, tout comme Saturne, qui sont constitués de minuscules particules de poussière en orbite autour de la planète. Ces anneaux sont beaucoup plus petits et moins visibles que ceux de Saturne, mais ils sont tout de même très intéressants. Jupiter possède également des aurores, qui sont des spectacles lumineux colorés se produisant dans l'atmosphère de la planète.
Elles sont causées par les particules chargées du vent solaire qui interagissent avec le champ magnétique de Jupiter. Comme sur Terre, elles sont visibles près des pôles de la planète. Mais ces aurores sont beaucoup plus lumineuses et intenses que les nôtres. On peut même observer ce spectacle lumineux depuis l'espace. Et aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure de capturer ce spectacle éblouissant. La photo du télescope spatial montre les aurores de Jupiter, ses anneaux et même deux de ses lunes, Amalthée et Adrastée. Il est étonnant de voir à quel point elles sont nettes et lumineuses sur cette photo. La galaxie de la roue de chariot. La NASA a publié cette image le 2 août. Cette photo nous montre la galaxie de la roue de chariot et ses proches voisines. Cette galaxie doit évidemment son nom à sa forme circulaire et elle ressemble un peu à une roue de bicyclette, n'est-ce pas? Il s'agit d'une masse géante et tourbillonnante d'étoiles, de gaz et de poussière, située dans les profondeurs de l'espace. Elle a la forme d'une roue à fuseau, avec de longs bras en spirale. Ces bras sont maintenus en l'état par la gravité de la région centrale, qui abrite un trou noir supermassif. Mais la galaxie de la roue de chariot est un peu différente des galaxies spirales qui lui sont apparentées. Elle s'est formée lorsqu'une galaxie plus petite est entrée en collision avec une galaxie plus grande, créant une onde de choc qui s'est propagée dans le gaz et la poussière environnante. Nous devrons certainement visiter cette galaxie un jour et cela promet sans doute d'être un voyage endiablé. La galaxie spirale M74. Et voici une autre galaxie spirale. La NASA a publié cette image le 22 juillet. Le télescope James Webb a dû traverser d'épaisses couches de poussière et de gaz pour distinguer ce magnifique amas d'étoiles. M74 appartient à une classe spéciale de galaxies spirales connue sous le nom de galaxies de grand style. Cela signifie que ces bras spiraux sont visibles et clairement dessinés. Il se passe toutes sortes de choses étonnantes à l'intérieur des galaxies spirales. Des supernovas, des étoiles naissant dans des nuages de gaz et de poussière, et bien d'autres merveilles cosmiques. Le gaz et la poussière incandescents, les étoiles brillantes et les motifs tourbillonnants des bras spiraux en font l'un des objets les plus frappants de l'univers. C'est ce que l'on peut clairement voir dans l'exemple de M74, la nébuleuse de la Tarentule. Cette image de la nébuleuse au nom effrayant de Tarentule a été publiée le 6 septembre. La photographie couvre pas moins de 340 années-lumière. C'est une distance colossale. Grâce à cette image, les astronomes ont découvert de nouvelles jeunes étoiles qui étaient auparavant masquées par la poussière. La nébuleuse de la Tarentule est située à 160 000 années-lumière de nous, dans le grand nuage de Magellan. C'est la plus grande et la plus brillante région de formation d'étoiles du groupe local, les galaxies les plus proches de notre Voie lactée. Elle doit son nom à sa forme, qui ressemble un peu aux pattes d'une grosse araignée. Il s'agit d'une vaste région de l'espace, d'environ 1000 années-lumière de diamètre, qui abrite certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses de l'univers. L'une des raisons pour lesquelles la nébuleuse de la Tarentule intéresse les scientifiques est sa composition. Celle-ci est proche de celle des régions d'étoiles, dites du midi cosmique. Ce que l'on appelle l'état de notre univers lorsqu'il n'était âgé que de quelques milliards d'années. À cette époque, la formation d'étoiles était à son apogée. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons mieux étudier cette galaxie et découvrir ce qu'était notre univers au sommet de sa gloire. Les anneaux de Neptune. Cette photo a été publiée le 21 septembre 2022. Sur cette photo, on peut même voir 6 petites lunes à côté de la planète, avec Triton qui brille de 1000 feux en haut à gauche. Tu ne pensais quand même pas qu'il s'agissait du Soleil, n'est-ce pas? Eh oui, Neptune a aussi des anneaux. C'est un peu l'accessoire cosmique ultime. Ils ajoutent une touche de glamour et de style à la planète. Mais à la différence des bagues de joaillerie, ces anneaux sont faits de petites particules de poussière, plutôt que de diamants et d'or. 5 anneaux ont été baptisés autour de Neptune. Les anneaux de Gale, le Verrier, Lassell, Arago et Adams. Les chercheurs pensent qu'ils sont relativement jeunes, bien plus jeunes que notre système solaire et bien plus récents que les anneaux d'Uranus, par exemple. Ils ont probablement été créés lorsque l'une des lunes intérieures de Neptune s'est approchée trop près de la planète et a été déchirée par sa gravité. Nous n'avions pas été en mesure d'observer les anneaux de Neptune aussi nettement depuis le passage de Voyager 2 en 1989. C'est donc une excellente occasion d'observer ces anneaux de plus près. Les piliers de la création. Cette photo a été publiée le 19 octobre.
Les piliers de la création sont devenus célèbres grâce au télescope Hubble. Mais cette photo est encore plus impressionnante et beaucoup plus détaillée. Ces colonnes, situées dans la nébuleuse de l'Aigle, mesurent environ 5 années-lumière de haut, ce qui est vraiment, vraiment grand. Et elles ressemblent à de majestueuses formations rocheuses, en beaucoup plus transparent. À l'instar d'un plateau de tournage hollywoodien, il déborde d'action et d'effets spéciaux. 16 colonnes abritent certains des processus les plus spectaculaires de l'univers. Le gaz et la poussière s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité, formant des amas qui finiront par devenir des étoiles. La région regorge de radiations intenses, de jets de particules à haute énergie et de supernovae. C'est comme une version cosmique de Survivor. Et comme si ce n'était pas assez effrayant en soi, voici une autre photo publiée par la NASA le 19 octobre. Elle a été partagée juste avant Halloween. Ici, les piliers ressemblent à une main sinistre qui s'étire pour attraper quelque chose. Brrr. Quoi qu'il en soit, toutes ces photos nous offrent un spectacle vraiment impressionnant. Elles nous rappellent l'incroyable complexité de l'univers et les choses étonnantes qui se produisent même dans les coins les plus sombres et les plus reculés du cosmos. Espérons que le télescope James Webb continuera de nous émerveiller à l'avenir. Le champ magnétique de la Terre cache une histoire fascinante. Il s'avère qu'il s'affaiblit jour après jour. À vrai dire, cela se produit depuis les 3000 dernières années. Et si cette tendance se poursuit, nous pourrions bien en pâtir d'ici un millénaire. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, imaginez ceci. Le nord magnétique devient le sud, et vice-versa. Ça semble dingue, non? Lorsque cela se produit, le bouclier magnétique qui protège notre planète peut s'affaiblir, permettant à davantage de rayons cosmiques de nous frapper. Ces particules cosmiques à haute énergie peuvent causer des dysfonctionnements dans l'électronique de nos satellites et entraîner toutes sortes de catastrophes. La dernière fois qu'un tel renversement de polarité s'est produit, c'était il y a 772 000 à 774 000 ans. Heureusement, l'humanité peut compter sur ses membres les plus intelligents pour s'intéresser à l'histoire du champ magnétique terrestre. On prélève des carottes de sédiments du plancher océanique et on étudie la magnétisation des fossiles afin de déterminer quand ces bouleversements se sont produits dans le passé et quand ils pourraient se produire à nouveau. Un autre groupe de chercheurs étudie l'anomalie de l'Atlantique Sud. Une vaste région où le champ magnétique terrestre est environ 3 fois plus faible qu'il ne l'est au pôle. En utilisant les données de plusieurs satellites, ils tentent de déterminer ce qui cause cette anomalie et comment celle-ci pourrait évoluer à l'avenir. Cela pourrait nous donner un aperçu de la façon dont un champ magnétique affaibli peut affecter nos satellites et notre planète. Certes, notre génération ne sera pas là pour témoigner de ces changements, mais cela nous fait tout de même nous demander à quoi cette planète pourrait ressembler à l'envers, magnétiquement parlant, bien entendu. Les astronomes de la NASA ont également annoncé que dans 4 milliards d'années, notre galaxie de la Voie lactée connaîtrait un éclat spectaculaire. Après une collision cosmique qui chamboulera tout, on ne parle pas là d'un petit accrochage sans conséquence, mais d'une collision titanesque avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'humanité devra bien se cramponner au plancher des vaches pour celle-ci, car notre Soleil pourrait être projeté dans une nouvelle région de la galaxie. Toutefois, la Terre et notre système solaire ne devraient pas sérieusement affectés. Ça semble difficile à croire. Alors, comment cela se fait-il? Le télescope spatial Hubble a effectué des mesures rigoureuses des mouvements d'Andromède. Bien que les galaxies soient destinées à se percuter, les étoiles à l'intérieur de chacune sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne devraient pas entrer en collision avec d'autres étoiles au cours de l'événement. Néanmoins, les étoiles seront projetées dans différentes orbites autour de los nuevos centros galactiques. Selon les simulations, notre système solaire sera probablement éjectable plus loin du noyau galactique qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez ranger vos télescopes. Nul besoin de compter les années. Cet événement est prévu d'ici environ 4 milliards d'années, donc les chances pour nous d'y assister sont inexistantes. Saturne perd ses anneaux. Heureusement, nous ne serons pas là pour assister à ce triste événement non plus. Apparemment, ces anneaux, sous l'influence du champ magnétique de Saturne, sont attirés vers elle sous la forme de pluies de particules de glace. Selon les recherches de la NASA, cette pluie d'anneaux
draine une quantité d'eau qui pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. L'ensemble du système des anneaux de Saturne aura probablement disparu d'ici 300 millions d'années. Les scientifiques pensent que nous sommes plutôt chanceux de pouvoir observer les anneaux de Saturne à l'heure actuelle, car ils semblent être au milieu de leur durée de vie. Mais si vous considérez que les anneaux qui orbitent autour des planètes sont tous temporaires, il y a donc une chance que nous ayons simplement manqué les majestueux anneaux de Jupiter, ou ceux d'Uranus et de Neptune. Ces planètes n'ont aujourd'hui que de minces annelés autour d'elles. Les scientifiques débattent depuis longtemps pour savoir si Saturne a été formé avec ces anneaux ou si la planète les a acquis plus tard dans son existence. De nouvelles recherches tendent à favoriser le second scénario, indiquant qu'ils sont peu susceptibles d'avoir plus de 100 millions d'années, alors que Saturne elle-même en a environ 4,5 milliards. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces anneaux en premier lieu? Eh bien, il existe quelques théories. L'une d'entre elles suggère que les anneaux auraient pu se former lorsque de petits satellites glacés en orbite autour de Saturne sont entrés en collision. Peut-être parce que leurs orbites avaient été perturbées par l'attraction gravitationnelle d'un astéroïde ou d'une comète de passage. Qui sait à quoi les humains pourraient ressembler à l'avenir? Il est peu probable que nous observions des changements majeurs de notre vivant. Mais faisons un petit bond dans le futur et réfléchissons à ce que nous pourrions devenir. Deviendrons-nous des cyborgs avec toutes sortes d'implantes cybernétiques. Nous métamorphoserons-nous en une espèce hybride d'êtres biologiques et artificiels. Pour comprendre notre évolution future, nous devons jeter un coup d'œil à notre passé. Il y a 1 million d'années, l'Homo sapiens n'existait même pas. Il y avait bien quelques espèces similaires, comme l'homme de Néandertal. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, les humains sont devenus plus grands et plus robustes. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous deviendrons plus petits pour économiser l'énergie, car on prévoit que notre planète sera de plus en plus peuplée. En parlant de planète surpeuplée, vivre dans ces nouvelles conditions signifie que nous devrons nous adapter, et rapidement. Nous interagissons constamment avec énormément de monde, et se souvenir des noms de chacun devient une compétence cruciale. Heureusement, la technologie pourrait nous aider avec des implants cérébraux qui amélioreront notre mémoire. À l'avenir, nous pourrions également arborer des technologies plus voyantes, qui feront partie intégrante de notre apparence. Imaginez avoir un œil bionique avec une caméra capable de visualiser différentes longueurs d'onde. Bien que prédire 1 million d'années dans le futur ne soit que pure spéculation, nous pouvons utiliser la bioinformatique pour effectuer quelques prévisions sur notre avenir proche. Les tendances démographiques suggèrent que les zones urbaines connaîtront une plus grande diversité génétique, tandis que les zones rurales deviendront de moins en moins diversifiées. Et qu'en est-il de l'espace? Si nous finissons par coloniser Mars, nos corps pourraient être altérés par la faible gravité. Peut-être développerons-nous des bras et des jambes plus longs, ou même des poils isolants, comme nos cousins néandertaliens. Dans le futur, notre Lune va aussi subir quelques changements dramatiques. Nous n'y assisterons pas non plus de notre vivant. D'ici environ 5 milliards d'années, ce coin de l'univers va connaître des changements majeurs. Pour l'instant, notre Soleil est tranquillement dans sa phase de séquence principale. Il brûle simplement de l'hydrogène comme si de rien n'était. À l'avenir, pendant sa phase de géante rouge, le Soleil va gonfler comme une baudruche, jusqu'à ce que son atmosphère atteigne et engloutisse notre chère Terre et sa Lune. Notre satellite naturel, qui s'éloigne déjà de la Terre, sera profondément perturbé par l'influence du Soleil. Son orbite sera si chamboulée qu'il finira plus proche de la Terre pendant la phase de nouvelle Lune que pendant la pleine Lune. Et ce n'est pas le pire. Si on la laisse seule, la Lune continuera à s'éloigner de la Terre jusqu'à ce qu'elle ait besoin de près de 50 jours pour nous orbiter. À mesure que le Soleil poursuivra son propre voyage, son atmosphère impactera la Lune et provoquera la dégradation de son orbite. En bout de compte, la Lune sera pulvérisée en un magnifique anneau de débris gravitant autour de la Terre. Nous parlons ici de toutes ces montagnes, de ces cratères et même des empreintes de pas et autres drapeaux que nous y avons laissés, tous dispersés à travers le champ de débris. Il y a une chance que le Soleil perde assez de masse pour épargner la Terre et la Lune d'une annihilation totale. Ou bien, si nous sommes vraiment chanceux, le Soleil perdra 20% de sa masse et nous serons sains et saufs. Tout cela n'est pour l'instant que théorie, car nous n'avons jamais observé d'étoiles géantes rouges pendant cette phase. L'univers lui-même pourrait un jour devenir complètement sombre.
Les scientifiques ne peuvent pas le prédire avec une absolue certitude, mais ils peuvent émettre quelques suppositions. Actuellement, notre univers est vieux de 13,77 milliards d'années, et il continue de produire de nouvelles étoiles de droite à gauche. On dit que finalement, après environ 1000 milliards d'années, la dernière étoile naîtra. Cette ultime étoile sera petite, une naine rouge, à peine une fraction de la taille de notre Soleil. Ces étoiles sont des championnes en matière de longévité. Elles sirotent lentement leur hydrogène pour alimenter la réaction de fusion de leur noyau. Mais même ces dernières ne peuvent pas durer un élément. Avances rapidement environ 100 000 milliards d'années, et la dernière lumière s'éteindra. L'univers sera alors sombre et solitaire, mais heureusement, nous ne serons pas là pour toutes voies s'évanouir.